Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 4e de couverture. Pour comprendre, collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Pour comprendre. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. L'objectif de cette collection Pour comprendre est de présenter en un nombre restreint de pages, 176 à 192 pages, une question contemporaine qui relève des différents domaines de la vie sociale. L'idée étant de donner une synthèse du sujet tout en offrant au lecteur les moyens d'aller plus loin, notamment par une bibliographie sélectionnée. Cette collection est dirigée par un comité éditorial composé de professeurs d'université, de différentes disciplines. Ils ont pour tâche de choisir les thèmes qui feront l'objet de ces publications et de solliciter les spécialistes susceptibles, dans un langage simple et clair, de faire des synthèses. Le comité éditorial est composé de Maggie Albet, Jean-Paul Chagnolot, Dominique Chateau, Jacques Fontanelle, Gérard Marcoux, Pierre Muller, Bruno Péquignot, Denis Rolland. Dernière parution. Michel Bourse, Les Cultural Studies. Essai 2015. Et mes faits, Le capital en quelques mots. De Platon à nos jours, 2015. Dominique Josse, L'avenir de l'homme postmoderne, l'urgence de retrouver nos racines, 2015. Gérard Petitpré, La Constitution du 4 octobre 1958 de AAX, 2014. Charlotte Gray, Street Art et droit d'auteur. À qui appartiennent les œuvres de la rue, 2014. Patrice Vivancos, De la culture en Europe. De quoi est-il question quand nous agitons ce mot culture, 2014. Traoré Modibo, L'économie de développement, trajectoire, analyse et stratégie de développement, 2014. Gilbert Andrieux, Héra Reine du ciel, suivi d'un essai sur le divin, 2014. Gérard Petitpré, Les années folles de la Ve République, 1988 à 2014, 2014. Walter Amdzro Saint-Hilaire, Fondements et méthodes en gestion appliquée, 2014. Jean-Marie Gillig, Histoire de l'école laïque en France, 2014. Jean-Baptiste Essahu, Les élections présidentielles aux États-Unis, 2014. Gérard Petitpré, Les 30 glorieuses de la Ve République, 1958 à 1988, 2014. Xavier Bollot, Les trois réalités. Physique, perçue, représentée ici, maintenant, évolution 2014. Alain Dulot, Ce que penser veut dire. Essai 2013. Claude Michel Viry, Guide historique des classifications de savoir, 2013. Azoé, Elias, Léonora et Théodore. Rationnel, curieux et agile intellectuellement. Information. Écrire sur la crise en quelques 200 mots nécessite de faire des choix. Aussi, certains mots, termes et expressions non définis dans le présent ouvrage peuvent l'avoir été dans notre précédent livre, Le capital en quelques mots, de Platon à nos jours, édition L'Harmattan 2015. Il contient les définitions des mots suivants. Action, amortissement du capital, argent, assouplissement quantitatif, besoin en fonds de roulement, BFR, bien capital, bilan, billet de trésorerie, bon à moyen terme négociable, bourse, capacité d'autofinancement, capital, capital accumulation, capital actualisation, capital demande, capital efficacité, capital offre, capital payback, capital principal, capital angel, capital appelé, capital circulant, capital de retournement, capital de roulement, capital développement, capital d'exploitation, capital écologique, capital économique, capital emprunté, capital financier, capital fixe, capital flottant, capital humain, capital immatériel, capital individuel, capital industriel, capital investi, capital investissement, capital libéré, capital matériel, capital minimum légal, capital monétaire, capital naturel, capital permanent, capital physique, capital productif, capital propre, capital réglementaire, capital risque, capital social, capital souscrit, capital technique, capitalisation, calcul de capitalisation boursière, capitalisme, capitalisme coopératif, capitalisme de portefeuille, capitalisme démocratique, capitalisme d'État, capitalisme du laisser-faire, capitalisme entrepreneurial, capitalisme étatique, capitalisme familial, capitalisme financier, capitalisme industriel, capitalisme managérial,
capitalisme salarial, capitalisme sauvage, capitalisme spéculatif, capitaliste entrepreneur, capitalistique, capitaux biens, capitaux, haute monnaie, capitaux marché, capitaux erratiques, capitaux fébriles, capitaux flottants, capitaux investis, capitaux permanents, capitaux propres réglementaires, cash flow, certificat de dépôt, coefficient d'actualisation, coefficient de capital, coefficient de capitalisation d'un capital, commu-capitalisme, compte annuel, consommation de capital fixe, crédit, crowdfunding, délai de récupération du capital, demande de capitaux, dividendes, DRC, économie capitaliste d'État, efficacité marginale du capital, émission, emprunt, entrepreneur, entreprise, escompte, facteur capital, facteur de production, FBCF, finance directe, finance indirecte, financement, fonds de roulement net global, fonds d'investissement, fonds propres, formation brute de capital fixe, formation nette de capital fixe, impôt de solidarité sur la fortune, impôt sur la plus-value, impôt sur le capital, impôt sur le patrimoine et ses revenus, impôt sur le revenu des personnes physiques, impôt sur les revenus du capital, impôts locaux et territoriaux, intensité capitalistique, intérêt à terme échu, intérêt acquis, intérêt composé, intérêt de retard, intérêt intercalaire, intérêt moratoire, intérêt payé d'avance, intérêt post-compté, intérêt précompté, intérêt simple, intérêt terme à échoir, introduction en bourse, investisseur institutionnel, liquidité bancaire, liquidité d'un marché, liquidité mondiale, loyer, marché actions, marché des capitaux, marché des crédits, marché des taux, marché des valeurs mobilières, marché financier, marché hypothécaire, marché interbancaire, marché monétaire, marché obligataire, marché primaire, marché secondaire, monnaie centrale, obligation, offre de capitaux, offre publique d'achat, offre publique d'acquisition, offre publique de rachat d'actions, offre publique de retrait, offre publique de vente, offre publique d'échange, offre publique mixte, OPA, OP, OPM, OPR, OPRA, OPV, patrimoine, plus-value, prêt, prêteur, QE, quantitative easing, rating, refinancement, rendement, rentabilité des capitaux propres, rentabilité du capital investi, rente, retour sur capital, retour sur investissement, revenu du capital, richesse, ROI, seuil de rentabilité, société à capital variable, société à responsabilité limitée, société anonyme, société coopérative de production ouvrière, société coopérative d'intérêt collectif, société coopérative et participative, société de capitaux, société par action simplifiée, taux d'actualisation d'un capital, taux de rendement d'un capital, taux de rendement interne d'un capital, taux d'intérêt, taux directeur, titre de capital, titre de créance négociable, trésorerie, tri, valeur actuelle nette, valeur mobilière, vanne, etc. Il comporte et référence de nombreuses citations issues des livres de 35 célébrités mondiales, dont Cantillon, Confucius, Engels, Hayek, Nobel 1974, Keynes, Lénine, Marshall, Marx, North, Nobel 1993, Platon, Ricardo, Samuelson, Nobel 1970, Say, Schumpeter, Senior, Schiller, Nobel 2013, Smith, Tinbergen, Nobel 1969, Turgot, etc. Abandon de dette. Acte écrit, par lequel un créancier renonce à être remboursé en tout ou partie de la dette due par son débiteur. L'abandon de dette, dit aussi de créance, s'inscrire dans le cadre des difficultés financières rencontrées par un agent économique privé ou public, dont un État. La démarche relève soit d'un accord sous seing privé, soit d'une procédure judiciaire. Le but est d'éviter la défaillance définitive du débiteur et de favoriser son retour à meilleure fortune. NB. Quand il s'agit d'un pays, l'abandon de dette, souvent nommé haircut, est généralement conjugué à une restructuration et ou à un rééchelonnement, afin que le poids de l'endettement du pays devienne viable, dans le respect d'accords de rétablissement économique et financier passés avec tous ses créanciers privés et publics, dont le FMI, la Troïka, la Banque mondiale, etc. Exemple. Pour une entreprise en difficulté placée sous le régime d'une procédure collective, généralement le redressement judiciaire, l'abandon de créances est courant. Il sera définitif ou temporaire, dans l'attente du retour de l'entreprise à une situation de solvabilité. En une décennie, entre 1988 et 1999,
la communauté financière internationale a finalement admis l'idée que les annulations de dettes étaient justifiées dès lors qu'elles étaient nécessaires pour rétablir durablement la soutenabilité de la dette. The Euro Summit stress that nominal haircuts on the debt cannot be undertaken. Accélérateur d'investissement. Principe énoncé, en 1903, par Thomas Nixon Carver, 1865 à 1961, et en 1908 par Albert Aftalion 1874 à 1956, selon lequel l'augmentation de la demande de biens et de services engendre une demande d'investissement dans une proportion plus importante. Cela suppose qu'au-delà de la pérennité de l'augmentation de la demande globale, notamment que les stocks de biens soient peu importants, l'utilisation du capital fixe soit maximale et la productivité des facteurs de production soit elle aussi maximale. Ce principe d'accélération peut conduire l'entreprise à surinvestir, à multiplier l'investissement, in fine, à surproduire. Dans ces circonstances, l'accélérateur d'investissement qui au départ caractérise une période de prospérité, est ensuite au cœur de la crise économique de surproduction comme le décrit Aftalion. C'est cette surcapitalisation qui, quand elle se manifeste, quand les masses d'outillage nouvellement fabriqués entrent en service, entraîne la surproduction et la crise. Cet accélérateur est au cœur de la théorie endogène des cycles économiques. Ainsi, après la crise due au surinvestissement, les dépenses d'investissement ralentissent, les stocks d'invendus s'accroissent, le cycle se retourne et l'économie entre en récession. Le processus fonctionne alors à rebours jusqu'à ce que le creux du cycle NDA soit atteint, puis l'économie se stabilise et redémarre. NB. L'accélérateur d'investissement participe aussi au phénomène du multiplicateur d'investissement, non défini ici, cher à John Maynard Keynes, 1883 à 1946, dans Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, livre 3, chap. 10 à 1, page 135. Il convient de noter que ce qui joue en faveur de l'investissement, donc de l'emploi quand la demande globale progresse, joue naturellement en sens contraire en cas de baisse. Beaucoup de cycles économiques sont expliqués de cette manière, car l'investissement tient une place centrale dans la plupart des fluctuations de l'économie. Exemple, dans un contexte de plein emploi de ses capacités de production et pour un coefficient de capital fixe, valeur ajoutée de 5, une entreprise industrielle qui doit augmenter sa valeur ajoutée de 10 millions d'euros pour faire face à la croissance de sa clientèle devra prévoir un investissement d'au moins 50 millions dans de nouveaux équipements. Par ailleurs, considérant qu'elle aura anticipé l'augmentation de son chiffre d'affaires à moyen terme, elle investira probablement plus et de manière graduelle en prévision de nouveaux développements de son chiffre d'affaires. L'investissement de 50 millions sera commandé dans une ou plusieurs entreprises industrielles qui auront, elles aussi, à investir pour y répondre. Et ainsi de suite. Acteurs systémiques. Agents économiques qui entraînent dans ses difficultés, voire dans sa chute, d'autres agents économiques, secteurs ou pays, en fonction de l'intensité des relations économiques et financières qu'il a avec eux. L'agent économique éminemment systémique dans une économie de marché est par essence l'établissement de crédit, la banque commerciale. En effet, au centre de la création monétaire par les crédits à l'économie qu'elle octroie, la banque fait courir en cas de défaillance un danger important à tous les acteurs avec qui elle est en relation, ses déposants, ses créanciers et ses emprunteurs qui comptaient sur la mise en force des financements accordés pour se développer. Mais aussi, elle introduit la méfiance sur le marché de l'offre et de la demande de monnaie centrale, le marché interbancaire. Marché où la confiance est la règle, car la plupart des opérations se font en blanc, c'est-à-dire sans prise de garantie. Une grande entreprise industrielle est elle aussi systémique, car elle est en relation avec un grand nombre d'entreprises de son secteur, ses fournisseurs et ses clients. Sa défaillance va créer des difficultés plus ou moins importantes chez eux, voire même d'éventuelles faillites. Un pays au centre de l'économie mondiale ou d'une union économique peut, en cas de problème, créer des difficultés chez d'autres pays, fournisseurs, clients ou créanciers. Exemple, les crises de 2007 et de 2008, comme celle de 1929, ont mis en évidence les acteurs systémiques que sont les banques internationales et aussi les États-Unis d'Amérique. La crise des dettes souveraines a montré le danger que pouvait faire courir à d'autres pays, un pays, la Grèce notamment, dans l'incapacité de rembourser les échéances de sa dette publique.
Actif hors personne physique. Élément identifiable d'un patrimoine ayant une valeur économique positive. Art. 211A1 du plan comptable général. Concernant une entreprise, ses actifs sont répertoriés dans la colonne actif de son bilan comptable moins l'autre colonne étant le passif. Ils sont recensés à une date donnée, tous les emplois immobilisés et ceux non immobilisés. NB. De nombreux types d'actifs existent non définis de cet ouvrage, les corporels et incorporels, les financiers et non financiers, les liquides et non liquides, les monétaires, etc. Chacun d'eux peut être épithète du mot capital. Actifs toxiques. Actifs dont la valeur de marché est susceptible de se révéler quasiment nulle, et donc totalement différente de celle pour laquelle il est comptabilisé dans un bilan. L'actif toxique, généralement sous forme d'une créance, est relativement courant dans la vie des affaires, bien qu'il soit venu sur le devant la scène durant la crise de 2008, financière et bancaire, notamment à travers les titres représentatifs de la titrisation des crédits subprimes américains. L'actif toxique est nommé par euphémisme, actif compromis, déprécié ou même junk bond, littéralement obligation de pacotille voire pourri. En fonction de son niveau d'irrécouvrabilité, une provision comptable est constituée pour dépréciation ou tout simplement passée au compte de pertes et profits. Une entreprise qui possède un portefeuille important de ce type de créances est extrêmement fragilisée et peut être conduite au dépôt bilan. Ces cas se sont multipliés aux États-Unis, en 2008, chez les établissements de crédit porteurs de volumes conséquents de titres représentatifs de crédit subprime. Les pouvoirs publics américains ont dû intervenir pour loger ces actifs toxiques dans des structures comptables spécifiques, afin de rétablir la confiance sur le marché interbancaire. En effet, beaucoup d'établissements prêteurs de liquidités renonçaient à prêter, craignant de le faire à des établissements au bilan compromis par de tels actifs. Donc, susceptibles de devenir insolvables et de déclencher un effet systémique avec tous ses corollaires en termes économiques et sociaux. En 2009, le FMI plaidait pour que les bilans des banques soient débarrassés des actifs toxiques ou compromis. NB. La France avait eu à gérer, dès 1993, avec l'affaire de Crédit Lyonnais en quasi-faillite, une masse importante d'actifs toxiques, une trentaine de milliards en équivalents euros. L'État, alors actionnaire principal de la banque, a sorti ses actifs du bilan pour les cantonner, c'est-à-dire les loger dans une structure ad hoc, dite de bad bank, de banque poubelle ou de défaisance, le CDR, consortium de réalisation, structure de défaisance. Exemple, les titres issus des titrisations faites avec des crédits subprimes américains ont été achetés par beaucoup de banques américaines, mais aussi non américaines, européennes notamment. Ces actifs, inscrits dans le bilan des banques, ne valaient quasiment plus rien, car les hypothèques censées les garantir étaient basées sur des biens immobiliers dont le prix s'était écroulé. Donc, si une partie d'un bilan, à l'actif, est de fait dépréciée, cela veut dire que des pertes devront être enregistrées. La colonne actif devient alors inférieure à la colonne passif, symbolisant ainsi des pertes. Si ces pertes sont comptablement importantes, la banque qui les subit peut se déclarer en faillite, à moins qu'elle soit sauvée en dernier ressort, par un autre établissement ou si les circonstances l'exigent, par sa banque centrale ou bien l'État, comme cela est arrivé dans un grand nombre de pays dès août 2008. Administration publique, APU. L'une des unités institutionnelles répertoriées par la comptabilité nationale en tant que personne morale représentative d'organismes publics. Sa fonction principale consiste à produire des services non marchands destinés à la consommation individuelle et collective, ou bien à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale. Ces ressources proviennent des prélèvements obligatoires ou de subventions d'autres APU, et en cas de déficit, de l'emprunt. Les APU, répertoriés dans le secteur S13 pour la comptabilité nationale, sont répartis en 3 sous-secteurs, les administrations publiques centrales, sous-secteur S1311, les administrations publiques locales, sous-secteur S1313 et les administrations de sécurité sociale, sous-secteur S1314. Les APU sont représentatifs des finances du pays en termes de dépenses publiques et de recettes publiques. La conformation dépenses-recettes fait apparaître, au-delà d'un équilibre généralement rare, soit un excédent public, c'est-à-dire une capacité de financement, soit un déficit public, c'est-à-dire un besoin de financement noté,
Le cumul des déficits alimente le stock des emprunts qui ont été nécessaires à leur financement. Ce stock est nommé dette publique. Entre 2010 et 2014 pour la France, les chiffres ont été les suivants. Exemple, le sous-secteur S131 comprend les organismes administratifs de l'État S13111 et les autres organismes divers d'administration centrale ODAC S13112, c'est-à-dire quelques 800 organismes, le CNRS, le CEA, Météo France, l'INSERM, l'Opéra, la Comédie Française, les musées nationaux, l'Académie française, les universités et grandes écoles publiques, etc. Le sous-secteur S1313 comprend les collectivités territoriales, communes, départements et régions, et les organismes divers d'administration locale, ODAL, les établissements publics d'enseignement, collèges et lycées, les établissements publics nationaux, chambres de commerce et d'industrie, etc., parcs nationaux, etc. Le sous-secteur S1314 comprend les administrations de sécurité sociale, régimes d'assurance sociale et les organismes dépendants des assurances sociales, ODASS. Agence de notation. Entreprise internationale indépendante dont l'activité consiste à évaluer, à noter puis à publier le niveau de solvabilité financière d'entités économiques locales, régionales, nationales ou internationales qui font appel au marché des capitaux pour se financer, les grandes entreprises dont les banques, les hôpitaux publics, les collectivités territoriales et les États. L'agence de notation est aussi appelée agence de rating, de l'anglais rating, évaluation. L'évaluation s'effectue à partir de documents publiés donc connus du grand public, et ou fournis lors de réunions bilatérales entre l'agence et l'entité notée. Le niveau du rating est de la seule responsabilité de l'agence. Les critères d'analyse sont notamment économiques, financiers, budgétaires, réglementaires, sociaux, éthiques, environnementaux, mais aussi politiques et techniques pour les États, crédibilité, stabilité, capacité à lever impôts et taxes, etc. L'objectif est d'informer les prêteurs potentiels nationaux et internationaux du niveau de crédit, c'est-à-dire de confiance qu'inspire l'entité notée ou l'emprunt qu'elle émet, notamment le type d'obligation. C'est de fait la cotation de la valeur du risque de non-remboursement qui pèse ou pèserait sur les futurs prêteurs, communément appelés investisseurs. La perspective de solvabilité à moyen-long terme étant elle aussi notée, les investisseurs s'engageront en connaissance de cause. Meilleur est le rating, meilleur sera le taux d'intérêt auquel l'entité pourra prétendre emprunter des capitaux dans une conjoncture donnée, c'est-à-dire celle du jour de l'élaboration du rating. Un rating identique entre deux entités n'implique pas forcément un taux d'intérêt identique pour leurs emprunts respectifs. Le marché des capitaux ayant aussi son propre jugement. La notation s'inscrit dans une échelle d'une quinzaine de niveaux. Du AAA pour le meilleur rating, quand le risque de défaut de remboursement est quasiment nul, à C ou D, selon l'agence, pour le moins bon, en passant par A, BBB, BB, etc. La dernière lettre pouvant être agrémentée du signe plus ou du signe moins, afin d'affiner l'évaluation. Cette échelle de notation fut introduite par l'agence Fitch Ratings en 1924. Il convient de noter qu'une entité ayant un rating extrêmement dégradé ne pourra pas emprunter. La confiance des prêteurs, même spéculatifs, l'aura abandonnée. La principale difficulté de l'agence de notation, au-delà de la complexité de certaines activités évaluées, est de rester objective et de montrer de la transparence, car étant payée par l'entité qu'elle est chargée de noter, sauf quand il s'agit d'un État, elle peut être accusée de conflit d'intérêts, étant juge et partie à la fois. De nombreux exemples attestent de cela. Ils ont montré que des entreprises très bien notées étaient tombées en déconfiture quelques semaines après leur notation. Il faut aussi préciser que les agences n'ont pas de boule de cristal dans laquelle elles peuvent lire l'avenir, même celui du lendemain, surtout quand il est exogène à l'entité notée subissant un effet systémique. Les trois principales agences mondiales sont résidentes américaines, Standard & Poor's, (S&P), agence créée en 1860 par Henry Varnum pour, Moody's créée en 1900 par John Moody et Fitch Ratings créée en 1913 par John Knowles Fitch. Depuis 1997, Fitch Ratings, dont le siège social est à New York, est filiale de la holding française Fimalac. Ces trois agences ont des implantations dans les principaux pays de la planète. En 1974,
le gouvernement chinois crée la Dagong Global Credit Rating Co Ltd, agence de notation internationale. La Dagong est une émanation de la Banque centrale de Chine et du ministère de l'économie et du commerce. Ces notations souveraines sont souvent sensiblement différentes de celles de ses trois consoeurs occidentales. Exemple, quelques ratings de dette souveraine 19-7-2015. Agent économique. Personne physique ou morale, privée ou publique, résidente ou non résidente, qui est la pièce fondamentale de toute l'économie, notamment celle de marché car elle consomme, dépense, produit, échange, entreprend, épargne, investit, importe, exporte et crée directement ou indirectement des emplois et de la richesse. La comptabilité nationale répertorie les agents économiques, qu'elle nomme unités économiques ou unités institutionnelles, selon 6 secteurs institutionnels. 5 secteurs résidents, les ménages, dont les entreprises individuelles, les sociétés financières, les sociétés non financières, 2 secteurs souvent regroupés sous le seul terme d'entreprise, les institutions sans but lucratif, les administrations publiques. Et un non-résident dénommé, le reste du monde, RDM. Dans le langage courant, on utilise souvent les 3 catégories suivantes représentatives du concept d'agent économique. Le ménage, l'entreprise et l'administration publique. Ils sont souvent qualifiés d'acteurs économiques. NB. Dans beaucoup de propos de cet ouvrage, nous considérons l'État stricto sensu, secteur S13111 des administrations publiques centrales, comme un agent économique à part entière. Exemple, les personnes physiques, les ménages sont des agents économiques. De même les personnes morales suivantes. Les usines Michelin société non financière, le groupe bancaire BNP Paribas société financière, l'association de lutte contre le cancer institution sans but lucratif, la caisse d'allocation familiale administration publique de sécurité sociale, etc. L'université du MIT, ville de Cambridge, État du Massachusetts, États-Unis, en conférence à Paris fait partie du RDM. Aléa moral. Risque lié au manque de moralité d'un agent économique. L'aléa moral prend sa source dans le fait que l'une des parties dans une relation d'affaires met en œuvre consciemment ou inconsciemment une ou plusieurs actions contraires à la morale et à l'éthique, donc défavorables au respect de ses engagements contractuels, sans que l'autre partie en soit informée. Dans l'aléa moral, l'intérêt de l'entité qui commet ce défaut de moralité passe avant celui des autres contractants. Y remédier par la mise en place de contrôles poussés et aléatoires n'est pas facile, car dans toute relation, quelle qu'elle soit, la confiance mutuelle prime, bien que chacun sache pertinemment que la confiance se mérite plutôt qu'elle se décrète. NB. L'aléa moral est parfois évoqué à l'encontre d'un pays. La crise des dettes souveraines a montré qu'un pays peut être amené à laisser filer ses déficits, sachant que les autres pays voire même le FMI viendront à son secours. Secours intervenant, pour un membre de l'Union européenne, en contradiction avec l'article 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Exemple. L'emprunteur d'un crédit affectera une partie de son montant à l'achat d'autres biens, non prévus lors de la signature du contrat. L'emprunteur d'un crédit revolving pourra se dispenser d'épargner pour le rembourser, sachant qu'il pourra contracter un nouveau revolving auprès d'une autre structure pour rembourser son revolving précédent. Un emprunteur néglige n'apportera pas toute la diligence nécessaire à la réussite du projet pour lequel il a obtenu un financement, multipliant ainsi les risques d'échec, donc de non-rentabilité in fine, de non-remboursement. L'aléa moral a été évoqué durant la crise de 2008. Certaines grandes banques, notamment américaines sous couvert du bank too big to fail, banque trop grosse pour tomber, auraient eu le sentiment de pouvoir prendre des risques inconsidérés, sachant que l'État ne les laisserait pas faire faillite. Le non-sauvetage de la banque Lehman Brothers, le 15 septembre 2008, devenue insolvable ayant trop ignoré les réalités des marchés, n'a pas confirmé cela. Aujourd'hui, au too big to fail, encore en vigueur malgré des textes plus contraignants, s'est rajouté le too systémique to fail. APU. Voir administration publique. Assouplissement du crédit, credit easing. Mesure dite non conventionnelle par laquelle la Banque centrale vise à débloquer le marché des crédits grâce à l'achat de titres de créances privées, billets de trésorerie, obligations, etc., sur le marché primaire et ou secondaire pour peser à la baisse sur les primes de risque, donc les taux, tout en rendant leur marché plus liquide.
Par cette mesure, la Banque centrale prend le relais des banques commerciales qui, dans un contexte économique risqué, mais aussi de normes prudentielles de plus en plus exigeantes, limitent le volume de leur crédit, confère credit crunch. Cela pénalise le redémarrage de l'économie et peut avoir un effet déflationniste contraire à l'objectif de la Banque centrale. Le credit easing aura d'autant plus d'effet qu'il agira dans une économie où la finance directe est importante. Finance directe qui n'est pas le cas de la plupart des économies de l'Union européenne, encore essentiellement d'endettement, confère finance indirecte. Aussi, la Banque centrale européenne décide d'élargir la qualité, en acceptant des ratings simple A plutôt que double ou triple A, et la maturité des crédits qu'elle accepte de refinancer lors dans ses opérations d'open market. NB. L'achat de titres publics ressort de l'assouplissement quantitatif. Assouplissement quantitatif, QE. Mesure dite non conventionnelle par laquelle la Banque centrale vise à augmenter la quantité de monnaie en circulation dans l'économie, en achetant des titres de dette publique ou de dette privée. Couramment nommée QE, quantitative easing, cette mesure est utilisée quand la baisse des taux pratiquée par la Banque centrale n'est plus efficace pour relancer l'économie indéfectiblement atone, via l'augmentation des dépenses des agents économiques privés. C'est pourquoi très souvent, l'offre de monnaie est canalisée vers le seul agent dont on est certain qu'il dépensera, l'État via un déficit budgétaire par exemple. Les politiques d'achat de titres de la dette publique par les banques centrales représentent donc une des formes les plus utilisées de quantitative easing. Le QE sera d'autant plus efficace s'il sert à financer un déficit budgétaire dû à des investissements publics, théorie du multiplicateur économique. Il sera aussi d'autant plus propice à la croissance du PIB et en cas de besoin à la hausse du taux d'inflation, que l'achat de titres souverains se fera sur le marché primaire avec pour conséquence directe l'augmentation de la masse monétaire, confère. NB. L'achat de dette privée ressort généralement de la technique d'assouplissement du crédit. Exemple, en mars 2001, la Banque centrale du Japon BOJ, face à l'éclatement de la bulle Internet et à la baisse de l'inflation, lance une politique de QE. Pour la BOJ comme pour la Fed et la Banque d'Angleterre, la Fed et la Banque d'Angleterre ont initié ce type de politique du fait de la crise débutée en 2007. Il s'est souvent agi d'achats d'actifs pour plusieurs centaines de milliards par an sur le marché primaire. Le 29 octobre 2014, la Fed met fin à son QE3 par lequel elle achetait chaque mois pour 15 milliards de dollars d'actifs sur le marché primaire. Le 22 janvier 2015, la BCE décide son QE. Elle achètera pour 60 milliards d'euros par mois, de mars 2015 à septembre 2016, sur le marché secondaire contre monnaie banque centrale, des obligations émises par les administrations centrales, les agences et les institutions européennes de la zone euro. Les institutions vendant ces titres pourront l'utiliser pour acquérir d'autres actifs et octroyer des crédits à l'économie réelle. Dans les deux cas, cela contribue à un assouplissement des conditions financières. Austérité. Voire politique d'austérité. Autorité bancaire européenne. Autorité européenne de surveillance créée, le 24 novembre 2010, pour pallier les lacunes de la surveillance financière mise en lumière lors de la crise de 2007 et de 2008. L'autorité bancaire européenne reprend aussi les missions et compétences du Comité européen des contrôleurs bancaires, qu'elle remplace. Elle est dotée d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière et administrative. Elle a son siège à Londres. Ses principaux objectifs: renforcer la coopération, la coordination, la cohérence et la convergence des systèmes nationaux de régulation, en contribuant à la création et à l'harmonisation de normes et de pratiques communes en matière de réglementation et de surveillance, en fournissant des avis aux institutions de l'Union et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution. NB, source, Règlement UE numéro 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne. Bankrun. Courir vers sa banque moins ses agences et les distributeurs automatiques de billets moins, pour y retirer son argent.
Cette expression anglaise est couramment utilisée lorsque le public panique après avoir appris que sa banque est en faillite ou que des rumeurs, fondées ou non, circulent sur sa probable future fermeture temporaire ou définitive. Richard Cantillon, V 1680-1734, notait déjà cet état de crise, lorsque la banque avait fait de grosses avances à l'État et que les porteurs de billets de banque appréhendaient que la banque ne fût embarrassée. NB. Pour éviter qu'un bank run, général moins affectant toutes les banques du pays en cas d'une crise de confiance ou de crise financière générale moins se poursuive ou se renouvelle à court terme, le gouvernement peut instaurer un contrôle des capitaux. Cela afin d'éviter les retraits massifs de liquidités, qui fragiliseraient le système bancaire voire pousseraient à la faillite quelques banques, confèrent, crise liquidité, et la fuite des capitaux à l'étranger. Exemple. Beaucoup de bank runs ont émaillé les nombreuses crises bancaires depuis le XVIIIe siècle. Ceux de la crise de 1929 font... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.